Chers internautes, bonjour, bonsoir. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau projet d'intervention que nous situons dans ce que nous appelons Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Pour nous, cette idée est très importante parce que nous avons dans les Caraïbes, dans les régions insulaires, beaucoup de travail à faire dans le sens de l'harmonisation des travaux et des actions pour l'unité des frères des communautés musulmanes dans les régions insulaires, caribéennes et aux Amériques. Et nous pensons que cette démarche au niveau de la pensée musulmane répond à un besoin d'harmonisation et d'unification de la vision d'unité pour aborder de manière non violente nos préoccupations stratégiques et d'unité. Je pense que cette idée de réflexion sur une pensée musulmane caribéenne et en américaine, correspond à une nécessité parce que nous avons constaté que il y a beaucoup d'adeptes caribéens, américains de l'islam et actuellement nous avons beaucoup de nos frères caribéens qui sont formés dans des universités, qui sont dans le monde oriental, en Afrique. Et actuellement, nous constatons que il y a une fracture. Il y a une fracture dans le monde musulman et je pense que si nous n'avons pas une pensée musulmane spécifique aux problématiques caribéennes et américaines, nous risquons de nous fourvoyer en donnant priorité en ce qui concerne nos préoccupations par rapport aux problématiques liées à la fracture qui existe dans le monde oriental, musulman, le Proche et Moyen-Orient. Et c'est pour cela que beaucoup de nos frères, alors qu'ils ont délaissé les préoccupations caribéennes, martiniquaises, guadeloupéennes, ils se sont investis dans des conflits en Syrie, au Liban, en Irak et même actuellement, il y a des frères antillais qui sont au Yémen. Alors, nous disons que oui, il y a une fracture dans le monde musulman que nous devons analyser pour comprendre que nous, en tant que musulmans caribéens et américains, nous ne devons pas nous fourvoyer par rapport à nos responsabilités dans notre secteur géopolitique. Et c'est pour cela que
je crois que si nous n'avons pas une pensée musulmane, caribéenne, spécialisée sur nos problématiques internes, martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, sainte-lucienne, dominicaine, des Caraïbes d'expression anglaise, française, des régions sud-américaines, hispanophones, lusophones, nous risquons de commettre des erreurs très très graves et en même temps ne pas apprécier de manière objective la situation pour un positionnement efficient. Je rappelle que je ne suis pas un savant, comme je l'ai toujours dit, je suis un militant qui bénéficie de différentes formations, de différents grands savants. J'ai parlé du professeur Amidoula, j'ai parlé pour le Sénégal du Cheikh Touré, j'ai parlé pour, en ce qui concerne la grande communauté de France, des frères du GIF qui sont devenus les frères de l'UOIF. J'ai parlé aussi du centre Abad du Cheikh Maître Simozrak. Donc nous avons écrit 2 ouvrages. Un ouvrage qui est celui-ci, L'âme de l'islam au cœur des Antilles-Guyane, chronique de la mission islamique en Martinique. Nous avons écrit un 2e ouvrage que nous appelons Sciences politiques, qui traite des généralités des problématiques patriotiques spécifiques aux colonies insulaires et notamment pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, en ce qui concerne le combat politique populaire du peuple et patriotique. Cela fait partie de nos travaux. Nous avons un journal qui relève de cette pensée musulmane, caribéenne et américaine, c'est le journal Al-Moutamar. Ce journal Al-Moutamar, nous avons réfléchi et comme vous voyez des articles dans le sommaire, nous avons parlé de l'islam contre le racisme et les guerres ethniques. Nous avons parlé aussi, comment dirais-je, réfléchir et penser, rechercher les vraies bases pour la construction de l'islam et des mosquées aux Antilles. Nous avons parlé aussi, vous voyez, par l'islam, transformer les rapports d'inégalité et d'injustice. Nous avons parlé des centres qui manipulent aussi les écrits du chercheur sénégalais Cheikh Anta Diop. Nous avons parlé aussi, comme vous voyez, de la réfutation de la magie dans le nationalisme culturel, etc., etc. Donc, nous existons, nous réfléchissons et nous pensons. Cela est très important parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il faut rechercher la science du berceau au tombeau, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Donc, le musulman, il a une responsabilité dans sa pensée et dans la pensée individuelle, et parce que j'ai expliqué qu'il a 2 éléments, la fitra, c'est-à-dire l'instinct lumineux, qui est une référence qui lui permet de penser. Ensuite, il a la aql, c'est-à-dire la raison, le discernement éclairé. Et en outre, intervient une 3e dimension, c'est le wahi, la révélation. Donc, nous sommes, que nous soyons musulmans ou non musulmans, nous avons
deux éléments communs, c'est-à-dire la raison qui appartient, qui est dotée à tout être humain, l'aql, la raison, et nous avons nous avons la fitra, qui est un instinct qui est en tout homme pour savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Et en troisième lieu intervient la révélation. Donc je crois que la pensée doit être bien dirigée et je crois que nous intervenons à un moment très important parce que nous souhaitons, par la pensée musulmane, créer les conditions pour ne pas reproduire dans le secteur caribéen et aux Amériques cette fracture qui existe dans le monde musulman. Parce que je rappelle que cette pensée musulmane doit être un élément unificateur qui rassemble, qui unit les musulmans, quelles que soient leurs écoles juridiques, qu'ils soient malikites, qu'ils soient hanafites, qu'ils soient chafiites, qu'ils soient hanbalites, qu'ils soient wahhabites, qu'ils soient salafites, ils doivent appartenir indistinctement à leur école, à leur référence jurisprudentielle, mais lorsqu'ils se trouvent être caribéens, américains, d'expression française, anglaise, lusophone ou hispanophone, ils ne doivent pas reproduire les conflits liés à la fracture qui existe en Orient, au Proche-Orient, au Levant. Ils ne doivent pas reproduire ces conflits, cette réalité conflictuelle dans les Caraïbes, aux Amériques, parce que s'ils ont une pensée musulmane caribéenne, ils doivent se concentrer sur les objectifs prioritaires qui sont au bénéfice de l'islam, c'est-à-dire des questions structurelles et infrastructurelles pour faire avancer le mouvement. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention « Urgence musulmane insulaire caribéenne aux Amériques pour une école d'unité stratégique non violente ». Pourquoi? Parce que j'ai expliqué aussi que il y a des frères qui viennent de certaines universités dans la tourmente de la fracture du monde musulman qui, quand ils arrivent aux Caraïbes d'expression française ou d'expression anglaise ou en Amérique latine, ils veulent reproduire les éléments conflictuels dans leur approche des problématiques caribéennes, sud-américaines, et cela, il faut l'éviter. Je rappelle que je précise que je ne suis pas un savant, mais j'ai été formé par des savants que j'ai cités et j'ai des références. Par exemple, j'ai parlé du Cheikh Touré du Sénégal qui m'a formé. Il a écrit l'islam au Sénégal, le vrai et le faux, et là, Cheikh Touré. Donc, c'est une analyse très critique concernant les spiritualités des tariqas au Sénégal, où il a parlé de purification de la foi, il a parlé du tawhid, il a parlé de la magie, de la sorcellerie, du fétichisme telle qu'elle existe dans les sociétés africaines, et ce sont des problématiques que nous retrouvons aux Amériques, dans les Caraïbes, et donc, vous voyez, nous travaillons avec l'œuvre des savants. Nous avons un penseur algérien qui est très important parce que c'est un contemporain de la révolution algérienne. On peut dire c'est un contemporain de Omar Ibrahim Fanon. Il a dirigé l'éducation et il était représentant du FLN, c'est Malek Ben Nebi. Il a beaucoup d'écrits
Et, comment dirais-je, nous avons des écrits concernant Malek Ben Nebi qui sont des savants très importants. Nous avons aussi des écrits des personnes qui nous ont formés, la EIF, Association des étudiants islamiques de France, 23 rue Boyer-Barré, dans le 14e. Ces musulmans, ils étaient d'origine maghrébine, du Machrek aussi, et c'est eux qui vont former le groupement islamique et aujourd'hui l'UEIF, sont d'obédience malikite. Nous avons été formés à la rue Barré-Boyer aussi dans les cours du professeur Amidoula dans le cadre de l'association AEIF. Et c'est très important cette façon d'aborder les questions musulmanes caribéennes par rapport à la pensée, parce que il faut d'emblée régler un problème. Cela s'adresse aux salafites, aux wahhabites, aux malikites, aux hanbalites, aux shafiites, etc. J'ai écrit un texte que je vais vous donner, Centre islamologique africain caribéen, dans lequel je précisais, et c'est très important, des choses qui doivent nous guider. Je disais que dans les Caraïbes, tellement les problématiques musulmanes sont différentes que celles des pays du Levant, de l'Orient, des pays musulmans, du Yémen, de l'Arabie saoudite, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maghreb et du Machrek, je peux dire sans me tromper que les problématiques de l'État islamique n'est pas, comment dirais-je, en rapport aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à notre époque, aux problématiques caribéennes, aux problématiques dans nos régions américaines ou sud-américaines. Donc, les musulmans, qu'ils soient salafites, wahhabites, malikites, hanbalites, shafiites, ils doivent savoir que les problématiques de l'État islamique qui concernent les pays d'Afrique et les pays, comment dirais-je, du Proche et du Moyen-Orient ne sont pas en rapport avec les problématiques actuelles, contemporaines, dans les Caraïbes et aussi en Amérique. Même si, par exemple, Cheikh Touré du Sénégal, il a écrit l'État islamique, vous voyez. L'État islamique, ça concerne un essai de Cheikh Touré pour l'Afrique. Oui. Il y a une demande, il y a une, comment dirais-je, il y a un processus d'évolution musulmane qui concerne la création des États islamiques au Proche, au Moyen-Orient, en Afrique, au Pakistan, partout dans le monde musulman. Mais ces problématiques ne concernent pas actuellement les pays caribéens, les pays de l'Amérique, et nous disons cela de manière très claire pour rectifier, pour porter un correctif à la pensée de certains musulmans caribéens qui ont été formés dans les écoles en Arabie saoudite ou dans le monde arabe et qui sont encore sur une approche erronée des problématiques caribéennes, américaines, qu'ils assimilent aux problématiques moyen-orientales, proche-orientales. C'est très important de faire ces analyses. Parce que dans les pays musulmans, les musulmans sont majoritaires à 99 ou 100%. Et que les majorités des populations qui sont musulmanes peuvent,
si elles le veulent, si elles veulent s'exprimer, si elles veulent s'exprimer par des élections ou par d'autres moyens pour mettre en place des États islamiques, pour mettre en place la charia, ça c'est leur responsabilité, ce sont des pays musulmans. Mais les pays des colonies insulaires, les pays des pays sud-américains, qu'ils soient lusophones ou hispanophones, qu'ils soient anglo-saxons, eh bien la population, elle n'est pas musulmane. Et il n'y a pas ce n'est pas la même réalité que dans les pays musulmans, et que vous voyez que l'équation est contradictoire. Donc, il ne faut pas se tromper sur les problématiques, et c'est pour cela que nous disons que la pensée islamique, il y a urgence musulmane, insulaire et caribéenne aux Amériques pour une école d'unité stratégique non violente. Et c'est pour cela que j'ai parlé de cette turbulence, cette fracture dans le monde musulman qui ne doit pas déteindre sur nos réalités caribéennes, sud-américaines, dans nos régions aux Amériques. Et c'est pour cela que, justement, j'initie ce débat qui doit interroger les étudiants qui sont dans les écoles ou dans les universités, quelles que soient leurs écoles juridiques, leurs madailles, pour savoir quelle est leur responsabilité dans le rôle qu'ils doivent jouer aux Caraïbes d'expression française. Et c'est sur ce point-là que je veux attirer aujourd'hui votre attention. Et donc, par conséquent, mes propos s'adressent aussi aux frères musulmans de la Oumma, qu'ils soient du Maghreb, du Mashrek, du Levant, pour qu'ils commencent à réfléchir sur ces problématiques que nous sommes, nous Caribéens, en train d'aborder pour lever le voile sur une question fondamentale pour éviter de commettre des erreurs qui soient préjudiciables à l'islam, notre sainte religion et à notre communauté, parce que dans le passé proche, il y a des erreurs qui ont été commises, parce que il y a des convertis caribéens d'expression française qui sont allés en Syrie, au Liban, dans des régions où ils ont été attirés par quelque chose, alors que le rôle, c'était une mission non violente dans le contexte de leur pays, dans le sens qu'ils devraient pouvoir, dans une société qui les accueille comme communauté musulmane, avoir un consensus, et comme j'ai expliqué, en tant que musulmans, pour contribuer à l'élévation de la foi de la majorité des populations non musulmanes qui sont chrétiennes. Et j'ai expliqué cette pédagogie que nous, musulmans, dans les régions non musulmanes caribéennes, nous avons un message terminal, un message final annoncé par Jésus concernant la venue du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, annoncé dans les écrits, annoncé par Moïse, annoncé par Jésus, qui apporte un message final, et que ce message devrait contribuer à élever la foi des chrétiens. Si leur foi aujourd'hui est à 20%, ce message devrait, Inch'Allah, permettre que leur foi évolue jusqu'à 80%, 100%, Inch'Allah. Voilà notre responsabilité. Voilà notre responsabilité qui s'inscrit dans la paix, salam, dans la paix de l'islam par la connaissance, par le savoir
et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, diffuser le message par la meilleure pédagogie. Il n'y a pas de violence qui entre en jeu dans le domaine caribéen et américain, ici, dans le cadre des régions insulaires concernant le statut de l'islam et la propagation de la religion musulmane n'est pas axée sur les mêmes problématiques, comme j'ai expliqué, du Mashrek, du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, et c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'il y a des frères qui peuvent se tromper aussi, parce que on voit qu'il y a des frères qui se trompent. Justement, il y a des frères qui se trompent. Et que c'est eux qui créent la division. Il y a des frères, je peux même vous dire, après Tapit, en Guadeloupe, il y a des frères qui racontent du n'importe quoi. Et c'est ceux qui divisent les croyants. Entre nous, les frères, les musulmans. Donc, ce message, il s'adresse aussi à un certain nombre de frères d'écoles wahhabia qui font la division. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que c'est pas le message du prophète, ça. Oui. Alors, c'est pour ça que justement, la pensée musulmane caribéenne et aux Amériques intervient justement pour résoudre ce problème-là. Le problème que tu présentes qui est réel. Il faut un fil conducteur. C'est-à-dire, nous n'avons rien à voir avec ceux qui nous n'allons pas défaire ou refaire les écoles juridiques. Elles existent. Elles existent avant nous, l'école malikite, l'école chafite, l'école hanbalite, l'école hanafite et les courants salafites et wahhabiyya. Nous n'allons pas défaire. Mais nous disons que tous, si nous avons un fil conducteur et un programme par rapport à une tâche précise, eh bien, les terres des Caraïbes et les terres d'Amérique sont assez grandes pour pouvoir pratiquer, diffuser notre savoir, que nos écoles soient représentées. Bon, et cela me permet de dire que certains penseurs, certains sociologues musulmans, certains penseurs musulmans s'accordent à tirer les conséquences de l'extrémisme. Parce que nous sommes entrés dans une ère de déradicalisation. Oui, déradicalisation, et je vais en parler aussi, puisque c'est là où se trouve la fracture. Il y a une fracture, j'ai dit, dans le monde musulman, et je crois que les événements assez récents dans le monde musulman peuvent nous éclairer aussi sur cette question de fracture. Et c'est très important que les musulmans, nos frères musulmans, que nous soutenons dans leurs objectifs de l'Orient, du Levant, du Maghreb, du Mashrek, puissent écouter leurs frères des Caraïbes, bien pensants, pour savoir quelle vision et quelles analyses qu'ils font des événements qui sont contemporains. Il y a 3 événements qui pour nous ont été très importants et cela va emmener les musulmans caribéens qui sont dans les écoles actuellement dans les pays arabes de réfléchir sur cette question. J'ai dit que les musulmans du Maghreb, du Mashrek, s'il y a un devoir qui faillit, ils sont assez nombreux, ils sont même trop importants, ils sont la majorité pour résoudre les problèmes de leur société. Je vais prendre 3 exemples. 3 exemples qui nous déchirent parce que nous sommes des sympathisants des frères musulmans. Quand je parle des frères musulmans, je parle des gens comme Cheikh Hassan el-Banna, Rahimullah, Cheikh Saïd Qutb. Et je rappelle que Cheikh Hassan el-Banna, Cheikh Saïd Qutb, il a écrit les jalons
de la route, jalons sur la route de l'islam. Maudoudi a écrit Comprendre l'islam. Seyd Qutb il y a un livre qui a été édité par les étudiants qui parle le martyr de l'islam. Eh bien, je vais parler de 3 événements. 3 événements importants dans le monde, dans le Proche-Orient, qui, à mon avis, relèvent d'une analyse que nous, Caribéens, nous, Pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, nous avons écrit sur 3 conflits. Nous avons écrit sur la prise du pouvoir des frères musulmans en Égypte. Nous avons écrit des articles aussi sur la prise du pouvoir des musulmans en Tunisie. Et nous avons écrit aussi des articles sur la prise du pouvoir des musulmans en Algérie. Et très synthétiquement, nous faisons une analyse parce que, pourquoi? Il y a lieu pour les musulmans caribéens de réfléchir, soit en tant que chroniqueur, en tant que journaliste, en tant que penseur sur ces 3 faits que j'ai cités. Et c'est là que je dis que il est impensable que les frères musulmans aient pu perdre le pouvoir en Égypte. Il est impensable que les frères musulmans aient pu perdre le pouvoir en Tunisie. Il est impensable que les frères musulmans aient pu perdre le pouvoir en Algérie. Pourquoi? Je veux dire, je vais être très synthétique. Je veux dire que, en fait, quand on analyse la société égyptienne, on analyse la société tunisienne, on analyse la société algérienne, il y a des dénominateurs communs. Et à mon humble avis, les frères musulmans en Égypte, en Tunisie et en Algérie, ils auraient dû tirer les conséquences, les enseignements de ces dénominateurs communs. Dans ces peuples, il y a l'armée nationale. Il existe une armée nationale puissante en Égypte. Il existe une armée nationale puissante en Tunisie. Il existe une armée nationale puissante en Algérie. Et ces dénominateurs communs, c'est le peuple égyptien, c'est le peuple tunisien, c'est le peuple algérien. C'est dans ce peuple-là que sont issus, c'est le peuple qui génère les membres de l'armée qui sont égyptiens. C'est le peuple qui génère les membres de l'armée qui sont tunisiens. C'est le peuple qui génère les membres de l'armée qui sont algériens. C'est le peuple aussi qui génère la Oumma, cette communauté, la Oumma, c'est ce peuple, ce même peuple qui génère l'armée, génère aussi la Oumma, qui a ses revendications justifiées en Égypte, en Tunisie, en Algérie. Et 3e élément, c'est ce même peuple, contrairement à ce que disent les médias occidentaux, qu'il n'y a pas d'opinion publique dans les pays musulmans. Oui, il y a dans les pays musulmans, en Égypte, en Tunisie et en Algérie, une opinion musulmane, contrairement à ce que disent les médias occidentaux. Il y a une opinion musulmane. Et dans les conditions où les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte pour renverser Moubarak, pour renverser Ben Ali, et dans le cas des élections en Algérie, où ils ont pu conquérir les municipales et les législatives, eh bien c'est l'opinion tunisienne, l'opinion égyptienne, c'est-à-dire le peuple,
l'opinion algérienne était en faveur du fils, l'opinion algérienne était en faveur, l'opinion tunisienne était en faveur du mouvement de Tunisie et l'opinion égyptienne était en faveur des frères musulmans en Égypte. Comment se fait-il que dans ces trois pays, les frères musulmans ont perdu le pouvoir? Eh bien, avec la distance que nous avons des éléments qui nous permettent de réfléchir. Et c'est ce que nous demandons aux musulmans caribéens et américains de réfléchir. Eh bien, les frères musulmans en Égypte ont perdu le pouvoir lorsque il y a eu un retournement de l'opinion musulmane égyptienne qui les a portés au pouvoir. Et c'est à ce moment que c'est cette même opinion égyptienne qui a neutralisé l'armée égyptienne pour faire sortir Moubarak. Et donc, cette armée a été à 50% avec le mouvement des frères musulmans parce qu'elle a permis la sortie de Moubarak. Et donc, les frères musulmans n'ont pas tenu compte du facteur de l'armée qui est un élément essentiel et ils devaient tenir compte qu'il y a un dénominateur commun, c'est le peuple, c'est lui qui génère l'armée, c'est lui qui génère la communauté et c'est lui qui génère l'opinion qui peut être favorable ou défavorable. Et que des erreurs ont été commises par nos frères musulmans, puisque je suis en quelque sorte sympathisant de Cheikh Hassan el-Banna et Seyd Qutb. La société égyptienne n'est pas seulement une société monolithique. Il y a des Coptes qui sont des chrétiens. Il y a d'autres ethnies. Il y a d'autres madhaïb. Au lieu de consolider les conditions de maintenance du pouvoir pour harmoniser les différentes couches sociales indifférenciées avec leurs différences religieuses, leurs différentes écoles, leurs différentes ethniques, eh bien, il s'est passé des attaques contre les églises coptes. Il s'est passé des attaques et que cela, en fait, il y a eu une interférence par rapport à l'idéologie des frères musulmans et d'autres idéologies plus radicalisées qui ont créé les conditions qu'il y ait un retournement de l'opinion qui a été favorable à la prise du pouvoir des frères musulmans en Égypte et par conséquent, l'armée a profité de cette situation parce qu'elle était sur le fil de rasoir pour reprendre la situation en main et c'est à ce moment que le général Sissi, il a pris le pouvoir et il a usurpé les droits d'un président élu démocratiquement. Et il y avait une réalité qu'il faut expliquer, la réalité de la Palestine avec le Hamas. Le Hamas qui justement fait partie des frères musulmans. Il y avait aussi les frères musulmans en Syrie. Alors que les frères musulmans n'avaient même pas organisé encore leur pouvoir, ils étaient sur le fil du rasoir, ils ont voulu, nos frères musulmans ont cru que la chute dans le printemps arabe, la chute de Bachar el-Assad était programmée. Et non seulement ils n'avaient pas résolu le problème de l'armée égyptienne, mais ils pensaient que le nombre, ils ont fait des erreurs stratégiques en pensant que le renversement de Bachar el-Assad, pays voisin, était à l'ordre du jour. Et cela a vraiment contribué à faire retourner l'opinion et cela a créé, par rapport au Hamas, qui a changé d'alliance et qui s'est rallié, le Hamas en Palestine s'est rallié à cette logique des frères musulmans de Syrie et que ça a été finalement le comble parce que les armées nationales, tant syriennes que
l'armée nationale égyptienne ainsi que le concept de la nation a résisté, et nous pensions que si nos frères musulmans avaient tenu compte de l'équation de l'opinion populaire, avaient tenu compte de l'équation de l'armée et avaient tenu compte de leurs propres revendications qui pourraient évoluer dans une logique consensuelle, progressive, et que si les débordements takfiristes attaquaient des églises, créaient le chaos, si tout cela avait été contenu, eh bien les frères musulmans seraient au pouvoir en Égypte jusqu'aujourd'hui. On peut faire une analyse un peu différente pour les éléments du fils en Algérie. Ces équations se retrouvent puisque le peuple algérien, il a donné les suffrages majoritaires au fils aux élections municipales, aux élections législatives. Et donc, par conséquent, les aspirations des frères musulmans algériens étaient en train d'aboutir. Mais ils n'ont pas tenu compte de certains éléments que l'armée algérienne, qui, dans l'évolution de l'Algérie, il faut rappeler, si nos, nos éléments sont évidents, il y a eu des guerres dans des guerres algériennes. Parce que je rappelle que la Oumma et ses revendications remontent à l'Amir Abdelkader, à Cheikh Ben Badis et à Cheikh Ibrahimi. Et la fracture qu'il y a eu dans la révolution algérienne, c'est une fracture entre les anciens et les modernes qui persiste jusqu'à maintenant. Donc l'équation peuple qui génère l'armée, peuple qui génère la Oumma et ses revendications légitimes, et l'équation peuple qui génère une opinion, l'opinion, comme on dit, l'opinion arabe, l'opinion algérienne, eh bien, si on avait tenu compte de ces éléments, eh bien, il y aurait eu des éléments de convergence qui rassureraient l'armée, qui rassureraient le pouvoir militaire, qui rassureraient l'armée nationale, si les surenchères n'avaient conduit à créer les conditions d'un traumatisme politique dans la Méditerranée, c'est-à-dire depuis l'Espagne à la France, puisque, en fait, la prise du pouvoir, un changement de régime consensuel en Algérie, consensuel entre le fils et l'armée, ne dérangerait pas la France si la France avait compris qu'elle n'était pas menacée. Mais des surenchères, c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la guerre, il parle de la diplomatie. Ces surenchères qui ont apeuré les pouvoirs européens, français dans la Méditerranée ont contribué à pousser l'armée algérienne à faire un impair en arrêtant le processus démocratique. Or, si nos frères musulmans algériens avaient pesé les éléments pour rechercher une démarche consensuelle d'un pouvoir qui rassurerait l'armée, une intégration, parce que l'armée algérienne, c'est toute une armée puissante et c'est tout un processus de formation et de mise à niveau qui fait que l'armée algérienne est une puissance dans le Maghreb.
Donc, on doit composer, on doit créer les conditions d'un consensus, comme cela s'est fait dans d'autres pays, où le changement a réussi. Et donc, nous avons subi cette réalité désastreuse de la perte du pouvoir des frères musulmans en Égypte et des frères musulmans en Algérie, et on connaît la suite. On connaît la suite puisque, effectivement, une armée puissante, eh bien, elle n'a pas peur d'affronter, même sur des dizaines d'années, des mouvements de guérilla. Et nos frères sont tombés dans le piège. Et nous voyons aussi nos frères musulmans en Tunisie. Si nos frères musulmans en Tunisie ont pu prendre le pouvoir, c'est avec toujours ces trois équations. L'équation du peuple qui génère l'armée, l'équation opinion arabe, opinion tunisienne, qui a créé un recul chez l'armée pour permettre qu'un processus de mutation politique s'opère. Mais l'armée n'a pas été rassurée lorsque M. Ranouchi a délégué des Tunisiens pour aller en masse au djihad en Irak, au Liban et en Syrie. Eh bien, ça a été la faute de trop. Ça a été la faute de trop. Et nous voyons le résultat. Aujourd'hui, les frères musulmans tunisiens, ils ont perdu le pouvoir. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, il y a des sociologues musulmans et des sociologues, des géopoliticiens qui parlent de déradicalisation. Oui, nous sommes entrés dans une phase de déradicalisation. Parce que nous voyons que ce conflit dont je parle, cette fracture, cette turbulence dans le Moyen-Orient, eh bien, elle était alimentée par deux financiers qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Lorsque l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils étaient ensemble, il y a l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie. Trois financiers. Je ne parle pas des Américains, ça c'est un sujet. Ce qui nous concerne, c'est la réalité. Eh bien, l'Arabie Saoudite a instrumentalisé le takfirin, ainsi que le Qatar. Indistinctement, nos frères musulmans, ils ont fait la même erreur stratégique. Les frères musulmans, dans la ligne de Sayyid Qutb et Hassan al-Banna, ils ont fait la même erreur stratégique des Wahhabites et des Salafiyya, qui pensaient que le pouvoir était dans leurs mains. Alors que nous voyons bien que le radicalisme financé par le wahhabisme et le salafisme saoudien, c'est lui qui alimentait cette chose-là. Tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, il y a une fracture entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Vous savez ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar? Et j'explique que de la même manière que le Hamas, lors de l'avènement des frères musulmans en Égypte et le conflit en Syrie, eh bien, il s'est aligné sur la position hostile à la Syrie. Il a rompu ses alliances et pensait que avec les frères musulmans, le problème serait résolu en Égypte. Nous voyons que Khaled Meshal, dirigeant du Hamas, il était partagé. Tantôt, il était au Qatar, tantôt, il était ailleurs. Donc, en fonction de la fluctuation des financiers, eh bien, il y a des, comment dirais-je, il y a des
déplacement tectonique des organisations. Tantôt on est là, tantôt on est là. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a perdu la guerre. On rentre dans une phase de déradicalisation. Et c'est pour cela que je m'accorde avec des frères musulmans qui étaient salafites, qui étaient wahhabites, qui font partie des différentes organisations qui sont en France, de l'UEF, etc., qui font maintenant une analyse sur la déradicalisation et qui comprennent, comme disait Cheikh Mohamed El-Bouti, qui a été assassiné d'ailleurs en Syrie par les takfirites, que le rejet des 4 écoles musulmanes, Hanafites, Hanbalites, Shafiites et Malikites, c'est une hérésie. Donc aujourd'hui, nos frères musulmans ont compris. Ils sont dans une phase de déradicalisation. Ils parlent, il y a des vidéos qui nous parlent des méfaits de l'extrémisme, des méfaits du takfirisme. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite ne finance plus les frères musulmans. Aujourd'hui, c'est la Turquie et le Qatar. Donc, nous devons avoir des positions qui sont très claires en fonction de Al-Coran Karim, Kitab wa Sunna et les 4 califes qui nous ont laissé un chemin. Sayyidina Ali bin Abu Talib, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakr. Ce n'est pas au gré des fluctuations des financiers qu'on prend une position ou qu'on reprend une autre. Cela s'est passé pour le Hamas, cela s'est passé pour Khaled Meshal, et je ne parle pas de Cheikh Kardari sur Al Jazeera qui mettait le feu aux poudres que l'on le reconnaît aujourd'hui. Et je pense que si, je me permets de dire que si l'Arabie Saoudite et la Mecque que nous respectons avaient vraiment des savants conseillers, eh bien ces savants auraient conseillé les gouvernants d'Arabie Saoudite pour qu'ils ne commettent pas des erreurs irréparables qui mènent aujourd'hui les musulmans à constater que ce régime n'est pas fréquentable, n'est plus fréquentable de par ses relations avec Israël. S'il y a des savants, des alems, des muftis en Arabie Saoudite, ils pourraient conseiller BSM pour lui dire que son alliance avec Israël est contre nature, que le rejet de la cause palestinienne pour des objectifs israéliens sont contre nature. Mais où sont ces savants? Donc aujourd'hui, bienvenue, alhamdoulilah, nous sommes dans la déradicalisation et nous sommes pour la déradicalisation. Nous sommes contre le terrorisme aveugle. Et donc, nous, ça fait partie de l'observation de nous autres musulmans caribéens qui regardent avec une certaine distance l'évolution du monde musulman. Et c'est pour cela que nous disons que à nos frères caribéens, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, de ne pas s'impliquer dans ces questions, et pour ne plus s'impliquer dans ces questions, ils doivent avoir une pensée musulmane, caribéenne et américaine en fonction des problématiques insulaires et pour présenter justement notre projet d'unité pour éviter de reproduire les conflits salafites, wahhabites, les conflits entre écoles contre d'autres écoles dans notre espace qui a besoin de paix, qui a besoin de science, qui a besoin de cohésion, qui a besoin de consensus avec la majorité des populations caribéennes chrétiennes et américaines chrétiennes. Donc voilà le devoir. Voilà le devoir du musulman caribéen et c'est pour ça que
je parle d'urgence musulmane, insulaire et caribéenne aux Amériques pour une école d'unité stratégique non violente qui nous permet d'harmoniser nos objectifs avec les objectifs souverainistes de ces peuples-là et non pas tomber dans le piège des harkis du traitement colonial des religions. Donc, je parle sur l'autorité des savants qui m'ont formé parce que j'ai été formé par le professeur Amidola, par le Cheikh Touré du Sénégal. J'ai été formé par les frères du GIF, les frères musulmans, qui m'ont fait connaître la pensée de Seyd Qutb, de Hassan el-Banna et de Maudoudi. J'ai été formé par la grande communauté musulmane et en tant que Caribéen, si je parle de pensée de urgence musulmane, insulaire et caribéenne aux Amériques, ou une école de l'unité, c'est pour que nos frères puissent recentrer leurs efforts, leur conscience dans un consensus pour contribuer en tant que Caribéens, en tant qu'Américains musulmans, à l'effort de leur peuple, tout en leur apportant un élément de complémentarité pour leur édification. Cela se fait dans la paix et non pas par la violence. Donc voilà, c'est pour cela que nous sommes obligés d'intervenir parce qu'il y a des problèmes que nos frères, et d'ailleurs nous disons que être musulman, c'est d'abord le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, c'est être un travailleur. Sayyidina Isa, Jésus, c'est un charpentier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un berger. Et par conséquent, l'islam n'est pas une profession, l'islam est une foi. D'abord, il faut que chaque musulman se spécialise dans une fonction sociale, économique, technique, technologique, ingénierie pour être utile à sa société. Le rôle des savants, c'est d'apprendre la science coranique pour l'enseigner. Mais le phénomène est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se former dans des universités islamiques, qui reviennent dans les Caraïbes comme prestataires de services de telle ou telle école qui leur a chargé de faire tel ou tel travail pour avoir un salaire. Et voilà le piège dans lequel nous devons éviter de tomber parce que celui qui vous paye, il vous impose son programme. Mais quand vous avez une pensée islamique, vous pouvez être formé dans n'importe quelle université à Kewan, à Al-Azhar, dans les universités de Médine ou d'Arabie Saoudite, ou du Soudan ou du Yémen. Mais quand vous êtes formé, vous connaissez votre domaine et vous avez un enseignement sur les problématiques concernant la pensée musulmane dans les sociétés caribéennes et américaines, vous avez une pensée, vous avez un programme. Donc, si vous sortez, vous êtes un savant, quelle que soit l'école, que vous soyez salafite ou wahhabite ou autre, vous avez une pensée musulmane parce que nous avons dit qu'il y a un maillon manquant dans ces universités au Yémen, en Mauritanie, à Médine, en Arabie Saoudite et dans le monde musulman. Il faut un département spécialisé pour former les Caribéens, après toutes leurs études, un département spécifique à la réalité sociétale caribéenne et américaine, pour qu'ils puissent, avec leur formation, œuvrer en harmonie avec la réalité sociétale, la réalité géopolitique. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Et c'est pour cela que nous parlons de ces questions
parce que nous avons évité des pièges et nous sommes toujours militants non violents, musulmans. Dans notre pays, en tant qu'Afro-Caribéens, nous faisons notre travail en accord avec la pensée musulmane qui n'est pas en contradiction avec l'intérêt des peuples et des patries qui œuvrent vers la souveraineté. Donc, le problème est posé de la part de votre frère. Je ne me réclame, je ne suis pas un savant. Je n'ai pas cet orgueil de dire que je suis un savant, mais j'ai été formé par des savants et j'ai pu faire un travail qui va continuer. J'ai déjà écrit 2 livres et comme j'ai rappelé hier que j'ai rappelé hier que Ibn Khaldoun, qui est un savant tunisien, il a écrit Al-Muqaddima, l'histoire universelle, il parle de tout. Pour enseigner les musulmans, surtout, tout. Il parle de la sociologie, des mathématiques, de tout. Nous ne parlons pas de tout, nous parlons de ce que nous savons des problématiques caribéennes qu'un savant, ni à Médine, ni en Mauritanie, ni à Al-Azhar, ni à Kawin ne peut savoir. Parce qu'il ne connaît pas les problématiques caribéennes. Et donc, c'est pour cela que nous avons dit qu'avec des experts et des consultants, nous ferons un rapport à ces universités pour leur dire qu'il faudrait un département spécifique aux problématiques caribéennes et américaines pour les étudiants en fin d'études afin qu'ils soient en harmonie avec leur contexte géopolitique, culturel et dans leur secteur sociétal. Et nos frères musulmans étrangers qui nous écoutent, ils doivent comprendre que ça fait partie d'un plus. Parce que l'islam au Pakistan, l'islam en Chine, l'islam en Indonésie, l'islam, c'est-à-dire que c'est toujours l'islam. Mais il y a une réalité de l'homme qui change et que l'islam s'adapte. Et par conséquent, en ce qui nous concerne, l'islam n'est pas en contradiction avec les aspirations souverainistes et émancipatrices identitaires des peuples qui sont subjugués sous le joug colonial. Il faut prendre en compte ces données. Donc, un musulman qui sort d'une université de Médine, d'Arabie Saoudite, de Al-Azhar, de Karawin et autres, s'il est informé des problématiques caribéennes et américaines, il se prend en charge. Il ne devient pas un salarié d'organismes qui considèrent son travail comme un clonage. Non! C'est pour cela que j'ai dit que d'abord, il faut travailler, laisser la science coranique, islamique aux savants et que nous devons, en tant que musulmans, gagner notre vie à la sueur de notre front. Que l'islam n'est pas un pôle emploi. On ne vient pas en islam comme on vient en un pôle emploi. On vient en islam pour servir l'humanité, pour servir Dieu, pour servir la continuité de l'œuvre annoncée par Jésus, Moïse, Noé, etc. On ne vient pas en islam comme un pôle emploi, comme cela s'est passé en Martinique et qui crée des dégradations, des préjudices structurels et infrastructurels qui durent depuis 36 ans pour empêcher l'évolution. Donc, j'aborde ce problème et je vais terminer en vous donnant lecture. Je précise que nous avons la pensée islamique que nous générons et nous a permis d'avoir un journal. Elle nous a permis d'avoir un journal. Et dans ce journal, vous voyez la photo de Cheikh Hassan al-Banna, Rahimullah, et d'autres. Donc, nous ne sommes pas des gens sectaires.
Nous avons un journal qui s'appelle El Mottamar. Et la pensée musulmane, son objectif dans les régions insulaires, caribéennes et en Amérique, puisque nous sommes en Amérique, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Amérique. C'est une pensée musulmane qui permet d'unir tout musulman, qu'il soit salafite, wahhabite, malikite, hanbalite, shafiite, etc., etc. Parce qu'il a un plan de travail, parce qu'il a un programme, parce qu'il a une pensée musulmane, et il peut soumettre ce programme et cette pensée à n'importe quel organisme dans les pays musulmans, qu'ils prennent en compte que nous ne sommes pas des clones. Nous ne venons pas aux Caraïbes pour recréer le choc qui persiste dans le monde musulman et qui doit durer encore longtemps. Nous ne sommes pas là pour reproduire cette fracture qui existe dans le monde musulman et qui doit durer depuis encore longtemps parce que, rappelons que la Mecque est occupée. Et donc, nous n'allons pas reproduire ce choc et nous n'allons pas reproduire ces conflagrations parmi nos peuples pacifiques qui nous ont acceptés en tant que musulmans pour avoir des mosquées, pour avoir nos communautés et que nous devons respecter nos peuples. Et respecter nos peuples, c'est respecter l'islam. Et c'est pour cela que j'ai dit que les problématiques africaines, moyen-orientales ou extrême-orientales d'un État islamique, ces problématiques ne sont pas celles des Caraïbes ni des Amériques. Parce que la majorité des peuples chrétiens, ils aspirent à sortir sur le joug pour leur souveraineté. Et donc, c'est pour cela que des étudiants qui croient peut-être être formés de certaines universités, quand ils arrivent aux Caraïbes ou en Amérique, ils sont déformés. Donc, c'est pour cela qu'il faut une compatibilité. Et les savants qui m'écoutent, les alems qui m'écoutent, ils peuvent juger. Parce que j'ai dit que s'il y a des savants en Arabie Saoudite, puisqu'il en a, ils auraient pu conseiller BSM dans sa politique. Et donc, nous, ici, on ne peut pas nous retirer le droit de pouvoir réfléchir et de penser, parce que j'ai dit que Dieu nous a donné la fitra, l'instinct juste, il nous a donné la aql, la raison, et il a envoyé le wahi, la révélation. Donc, que les savants, ils sont là pour nous guider suivant la compréhension de la révélation. Mais que l'homme soit musulman ou pas musulman, il a deux éléments, la raison et le jugement instinctuel, éclairé. Donc, par conséquent, il faut éviter l'excommunication takfiriste qui tend à dire que tout ce qui n'est pas musulman, ce sont des mécréants, et même certains qui sont sortis des écoles musulmanes, pour eux, leurs parents sont des mécréants, des infidèles, et qu'au lieu d'aider leur peuple qui se trouve sous le joug, ils disent qu'ils vont combattre leur propre peuple, qu'ils vont faire jihad contre leur propre peuple. Ça, c'est une déviation mortelle qui est contre le Coran, qui est contre le prophète, qui est contre l'islam. Et donc, nous avons sorti ce document constat d'ignorance des problématiques spécifiques à l'évolution de nos pays, erreur de certains musulmans caribéens issus de formations islamiques dans certains pays. Ceux qui engagent l'islam à tort dans des travers avec la marche évolutive de ces peuples et pays que l'islam est censé encourager ou accompagner. J'ai expliqué que s'il y a un retard sur le plan religieux, mais sur le plan politique, il y a une avance parce que tous les pays d'Amérique du Sud ont des relations économiques, diplomatiques, des relations particulières,
des relations de développement avec les pays musulmans. Des aéroports ont été construits en Dominique, en Jamaïque, à Trinidad par des pays musulmans, des routes, des relations, dans le cadre de relations économiques. Donc, il faut prendre en considération ces éléments. Ceux qui engagent l'islam à tort et à travers dans la marche évolutive de ces peuples et pays que l'islam est censé encourager ou accompagner. C'est pour cela que Nelson Mandela a dit, ce sont les Algériens qui ont fait de moi un homme. Et il a dit la même chose de Gaddafi. Il a dit la même chose pour les Iraniens. Il pourrait dire la même chose pour l'Égypte. Disposer des universités islamiques et des écoles adaptées à la formation des cadres, à la compréhension des problématiques des peuples et pays opprimés des Caraïbes et des Amériques. En ce qui nous concerne, noirs musulmans, ou musulmans, bon, le côté noir, nous, musulmans caribéens, nous devons œuvrer pour le renforcement de l'existence de nos communautés musulmanes indispensables dans notre pays et notre peuple face aux tentatives récupératrices de domination générale des dominateurs occidentaux, mais en sachant bien qu'une société islamique n'est pas la donne politico-sociale dans les pays caribéens. Pas d'État islamique dans les pays caribéens, ce n'est pas la donne. On ne peut pas l'inventer. On ne peut pas travestir les réalités. Bien que d'importantes communautés musulmanes existent aux Caraïbes et en Amérique et aux États-Unis, les peuples caribéens, dans leur écrasante majorité, plus de 250 millions en majorité, sont des non-musulmans. Loin de créer des États islamiques, l'islam recommande et appelle à l'esprit de corps avec toutes les populations opprimées, dont nombre sont des Africains, qui sont des chrétiens et qui sont d'autres obédiences et autres. Nous devrions travailler à disposer des universités islamiques et des écoles là où les conditions peuvent être adaptées à créer, à orienter la formation des cadres dans la compréhension des problématiques des peuples et pays opprimés des Caraïbes et des Amériques. Actuellement, ici comme dans d'autres secteurs caribéens, cette ignorance des problématiques spécifiques à l'évolution de nos pays ramène des erreurs de certains musulmans et autres caribéens issus de formations dans certains pays, lesquels engagent l'islam à tort et à travers dans ces régions, y compris contre la marche évolutive de ces peuples et pays que l'islam est censé encourager ou accompagner. La normalité s'inscrit dans la recherche spécifique sur une pensée musulmane en conformité avec nos buts communs, des idées et des conceptions concernant les acteurs de l'évolution et de l'occupation du terrain, en coordination avec les mouvements du peuple. Pour positiver dans la réalité la majorité de ces peuples des Caraïbes, non musulmans opprimés, notre devoir en qualité de musulmans est de l'informer, qu'ils sachent que la Oumma et l'islam sont des alliés. Et nous devons conscientiser ces composantes qu'elles soutiennent ces populations dans leur aspiration qui n'est pas en contradiction avec les objectifs de la Oumma qui sont le progrès, l'évolution, etc., etc. Et nous terminons cet article, il est gravissime. Il est une gravissime erreur qu'un Caribéen musulman, au sortir de certaines écoles islamiques,
dans quelques pays, croit ou disent qu'il va faire le djihad dans le sens qu'il va combattre contre son peuple opprimé, alors qu'il ignore que son peuple ou ses peuples sont sous la domination des oppresseurs. Donc, nous concluons ainsi que c'est l'aveu de l'ignorance et du suicide ou de l'égarement qu'on propose ce qu'on appelle, entre guillemets, la déviation. Et donc, cette déviation, elle crée des victimes exécutantes, des exécutants qui commettent des erreurs insensées sous prétexte que leurs peuples sont chrétiens. Et comme certains en font une interprétation non convenable des livres sacrés. Enfin, l'orientation de la pensée musulmane dans sa dimension généraliste devrait pouvoir faire assimiler la donne unitaire du sacré et du divin à faire partager pour pouvoir aider les peuples et pays des Caraïbes et des Amériques à traverser toutes les étapes qui leur ramèneraient à travers le temps et l'espace à une évolution de génération en génération, etc., etc. Donc, notre pensée, c'est une pensée équilibrée, une pensée de tolérance. Et c'est pour cela que nous disons qu'il est nécessaire de faire une évolution pour sortir de la fanatisation, pour sortir de la radicalisation, un processus que des sociologues ont enregistré, puisque effectivement, nous sommes entrés après les échecs qui ont lieu au Proche et au Moyen-Orient, pour les raisons que nous avons essayé humblement de sortir, d'analyser dans une période de déradicalisation, mais cette déradicalisation ne doit pas mener à une confrontation entre les écoles juridiques. Et c'est pour cela que j'ai dit que la pensée musulmane caribéenne et la pensée musulmane dans nos régions caribéennes et américaines devait être un fil conducteur qui non pas va diviser les écoles pour qu'elles s'affrontent, pour reproduire les affrontements du Moyen-Orient, mais que ces écoles travaillent sur un programme et l'espace des Amériques est suffisamment grand pour que chacun puisse y trouver sa place. Eh bien, c'était un autre aspect du travail que nous pensons faire, parce que c'est un travail très vaste où nous devons parler de beaucoup de sujets, de l'histoire, de l'économie, du droit, des idées, théories politiques, des structures, institutions politiques, de l'environnement stratégique mondial, des forces politiques et mouvements de libération, des théories et idées politiques dans le monde musulman, des idées et théories politiques dans le monde occidental. Donc, tout un programme, et nous remercions notre frère, le cheikh du centre Abad, de nous avoir formés sur tout un programme, parce que c'est tout un programme, hein, c'est tout un programme que de la pensée islamique, la pensée musulmane, qui doit être assimilée pour vivre en harmonie avec son temps, pour vivre en harmonie dans sa région. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de travail à faire, et c'est pour ça que nous disons aux étudiants qui sont en formation d'arabe et en formation coranique qu'il y a beaucoup de travail, et ça, c'est la reproduction du travail, la formation que nous avons reçue au centre Abad de Cheikh Maître Ahmed Simozarag, ce frère de l'Algérie auquel nous sommes redevables, parce que nous disons toujours que nous sommes redevables aux frères algériens de par le fait que notre frère France Fanon, Ibrahim Omar Fanon, il a fait ses classes en Algérie. Donc, par conséquent, nous devons dépasser l'école occidentale
pour abonder dans la vraie connaissance, hein, et comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, parce que nous sommes le monde. Et je rappelle que nous travaillons sur, ça c'est le Cheikh Touré, le vrai et le faux, l'islam au Sénégal. Ça c'est un penseur algérien, Malek Ben Nebi, qui est un contemporain de Fanon, qui a été directeur de l'éducation, a été un participant de la libération de l'Algérie. Nous avons le Cheikh Touré qui a écrit ça pour le Sénégal. Vous voyez, le Cheikh Touré. Nous avons les étudiants de l'AIEF qui sont les précurseurs pour l'UEF. Nous avons été formés par eux aussi avec le professeur Amidola. Et nous avons produit deux œuvres et il y a d'autres travaux, hein, en cours. Hein, d'autres travaux en cours. Nous avons produit cette œuvre-là et cela qui est un chemin pour nous et un chemin pour le peuple. Donc, je vais conclure, bien sûr. Je vais laisser notre frère nous dire qu'est-ce qu'il a compris parce que c'est un frère qui il a déjà été à la Mecque et qui est très attentif à toute information et nous travaillons ensemble comme avec d'autres frères. Mes chers frères et sœurs, bonjour. J'ai pris connaissance de tous ces travaux qui sont en chantier et nous faisons appel aussi à tous nos frères qui peuvent nous aider. Nous les informons de, comment dirais-je, l'évolution de nos travaux. Nous prenons compte aussi de ceux qui peuvent nous apporter, les frères qui peuvent nous appeler, nous transmettre leurs suggestions aussi, ça nous ferait bien plaisir. Les frères qui peuvent aussi nous apporter, donner un coup de bain dans la structure que nous faisons, dans le travail. Et aussi, toutes les bonnes volontés sont appréciées. Nous faisons aussi un travail d'information parce que nous pensons aussi que ce problème-là que nous sommes en train de soulever, ce serait, est-ce que nous pensons que c'est dans la Caraïbe, il y a ce problème se pose aussi au niveau de nos frères de la Caraïbe. Donc, nous pensons que c'est un travail qui va permettre à nos frères qui ne se sont pas encore structurés de travailler aussi avec nous. Et nous sommes là pour recevoir toutes les suggestions, toutes les questions qui peuvent nous aider aussi à avancer. Merci. Oui, alors je conclus en toute humilité et humblement. Je suis votre frère Mahmoud. J'ai été formé en Afrique et formé en Europe par un certain nombre de savants que j'ai cités et que je ne suis pas un savant, je suis un militant qui tient la barre et que je contribue à, comment dirais-je, j'essaie de contribuer à faire évoluer la pensée et que nous avons un certain nombre de choses en vue que nous allons vous communiquer. Par exemple, là, vous avez là, le 20 août 1995, il y a eu en Martinique la Biennale du Marin. C'était une biennale la Biennale du Marin, le monde arabo-musulman, ça s'est fait au Marin en Martinique du 11 au 20 août 1995. Par exemple, nous avons dans la pensée islamique, dans le domaine de la pensée islamique, des travaux en cours concernant les problématiques d'abolition de l'esclavage. Et que cette question d'abolition de l'esclavage est très importante et cela cadre aussi avec une compréhension plus fine des problématiques de nos régions, de notre peuple. Et donc, nous
nous avons créé un comité Islam abolition de l'esclavage et nous avons déjà, lors des commémorations d'abolition de l'esclavage, montré effectivement que nous sommes solidaires des objectifs du peuple et nous refusons, comment dirais-je, nous refusons ce qui, dans la société caribéenne, n'est pas admissible. Ce n'est pas du mimétisme, mais c'est une réflexion. Comme j'ai dit que la réalité, les Caribéens, ils ne sont pas des prisonniers de guerre, parce que les prisonniers de guerre, on les appelle des captifs. Donc nous avons été victimes de tout ça. Et aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, une purification ethnico-religieuse de la mémoire, ce pour laquelle nous luttons, et nous avons pris des positions très claires concernant Islam, abolition de l'esclavage. Vous voyez, vous avez un document là, effort de responsabilité de réflexion musulmane aux dernières colonies, comité organisation d'une caravane, Islam, commémoration, abolition de l'esclavage, 22 mai 48, au prêcheur à Sainte-Anne. Ça s'est fait, nous avons initié cette démarche. Nous avons initié cette démarche et donc nous, dans la pensée musulmane, il y a une réactualisation qu'il faut faire parce que nous avons fait aussi, et nous allons refaire ça, parler de la traite transatlantique et la traite transsaharienne. C'est deux choses bien différentes. Hein? J'ai expliqué qu'il y avait des guerres en Afrique contre ceux qui propageaient, comment dirais-je, des crimes pharaoniques, des crimes sacrificiels, et ils sont devenus des captifs et ils ont été rééduqués. Tandis que la traite transatlantique, c'est l'homme a été utilisé comme un produit d'un système, un combustible du système capitaliste. Et nous avons démontré que les rois du Bénin, les chefs traditionnels du Bénin et du Ghana qui demandent pardon aux fils et aux filles des Africains déportés pour avoir déporté indistinctement des Africains chrétiens et des Africains musulmans, dont ils avaient comme prisonniers et qu'ils ont vendus. Donc s'ils demandent pardon, il y avait des esclaves qui étaient musulmans dans les Caraïbes, en Amérique, dans les régions hispanophones, c'est parce qu'ils ont été exportés quelque part. Et ça part du Bénin et de Gorée. Donc les chefs traditionnels, dans les guerres qu'ils avaient en Afrique, ils avaient capturé indistinctement des musulmans, des animistes qu'ils ont vendus dans la traite transatlantique. Et la traite transsaharienne, c'était des captifs, c'est-à-dire des prisonniers de guerre qui n'étaient pas tués et qui étaient, pendant que le nettoyage se faisait en Afrique, reconduits, acheminés dans des centres de formation. Bien sûr, il y a des Arabes impérialistes qui ont profité du système. Donc, nous parlons de tout. Nous parlons de tout. Nous n'avons aucune restriction. Et que par conséquent, là, je vous dis que nous sommes dans une démarche, une bonne démarche qui consiste à faire des efforts de responsabilité, de réflexion musulmane aux dernières colonies. Nous participons à ce processus d'abolition de l'esclavage et c'est pour ça que nous disons que l'esclavage en Mauritanie est illégal et illégitime parce que les Noirs mauritaniens ne sont pas des prisonniers de guerre. Ce sont des Arabes, des Berbères qui profitent du système, comme ils ont profité du système qui, au début, à l'arrivée du prophète, l'islam avait sur son dos l'héritage de la gestion de l'esclavage depuis Rome, depuis Pharaon, depuis l'esclavage, il y avait ça chez les Chinois, en Europe, même en Grèce, il y avait 1 million d'habitants, il y avait 500 000 métèques. Donc, il y a
Il y avait des guerres où il y avait des captifs, mais il y a des esclaves, il y a des Arabes qui ont profité du système, qui étaient des impérialistes esclavagistes. Et par conséquent, l'esclavage en Mauritanie n'est pas justifié parce que les Noirs mauritaniens ne sont pas des prisonniers de guerre. Pour être traités, donc c'est un système abject qui n'a rien à voir avec l'islam, etc., etc. Donc nous prenons des positions très claires et que nous luttons aussi contre la négrophobie. C'est pour ça que pour que le salam, la paix puisse s'instaurer sur la terre, il faut lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre la négrophobie. Et là aussi, d'autres que nous l'ont dit, il y a un fort effort à faire pour estomper, pour réguler et pour interdire la négrophobie dans les pays arabes, ce qui est incompatible. Parce que vous avez des vidéos où en Palestine, où il y a des Noirs qui sont originaires de Palestine et ils sont traités comme des citoyens de seconde zone. Donc, la pensée musulmane contemporaine, qui est spécifiquement fondée sur des problématiques caribéennes, doit faire le tri et poser les problèmes. Ce ne sont pas les musulmans berbères mauritaniens qui vont poser le problème de l'abolition de la négrophobie ou l'abolition de l'esclavage. Eh bien, nous pouvons le faire en tant que musulmans caribéens parce que nous sommes à une certaine distance où nous pouvons faire travailler notre fitra, notre aql, notre discernement, et à la lumière de la révélation, savoir là où il faut nous positionner, là où il ne faut pas nous positionner. Les Africains de Mauritanie ne sont pas des prisonniers de guerre des Berbères pour qu'ils soient traités en esclavage. Donc, ils ne sont pas des captifs. Ils ne sont pas des prisonniers de guerre, donc c'est une injustice que nous dénonçons très fortement. Donc voilà notre position, et c'est pour cela que nous demandons aux gens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, quels qu'ils soient, de réfléchir, parce que nous sommes des humains et nous devons réfléchir. Eh bien, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, à la prochaine vidéo.